retour sur la première année de cette charte que nous animons. C'est une charte qui veut accompagner les gestionnaires aux bonnes pratiques de gestion du végétal dans nos différents lieux de vie, donc espace public, espace privé ouvert au public également. Et donc, en effet, on voit que dans un contexte où l'utilisation de produits chimiques a été interdite dans presque l'ensemble des espaces publics et privés, il faut revoir ces pratiques. Et donc, 3 points vont être essentiels dans ces éléments-là. Ça va être composé avec le végétal spontané, le premier. Le deuxième, tout mettre en œuvre pour préserver un patrimoine végétal qui est déjà existant. Et le troisième, concevoir des aménagements adaptés aux difficultés actuelles et capables de relever les défis du futur. Jasmine, pour information, ta caméra est éteinte. Ma caméra est éteinte? Ah. Alors, ça me marque qu'elle est ouverte. Je sais pas. Non, mais nous on la voit, Jasmine. Tout à fait, moi je la vois aussi, ouais. Ouais. Ok. Donc on verra dans un premier temps, voilà, un petit retour sur l'année, sur le déroulement de cette année. Puis ensuite, on ira directement au témoignage de la commune d'Alzonne, de la commune d'Aurignac et du camping Le Clos des Capitelles. Et voilà, on pourra ensuite faire un petit point sur les questions que vous pouvez avoir sur vos gestions. N'hésitez pas à nous les marquer dans le chat et on les posera à ce moment-là. Et un petit point sur les outils à disposition du réseau Gélit. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, cette charte est un dispositif d'accompagnement technique qui a été créé pour accompagner les gestionnaires de GEVI vers l'espace végétalisé infrastructure. Et c'est un nouveau format qui s'articule autour de 12 engagements. Donc, objectif zéro phyto et zéro engrais de synthèse, objectif zéro plastique dans les plantations, gestion paysagère raisonnée, végétalisation alternative au désherbage et aux jardinières, bonne pratique de plantation et de choix de végétaux, perméabilité des sols, zéro arrosage superflu, objectif zéro déchet vert, accueil de la biodiversité, plan d'action global selon les moyens mobilisables, information et formation des équipes, communication et sensibilisation. Donc, cette charte permet de prendre plus de temps pour échanger avec les gestionnaires. Et elle a pu être aussi utilisée comme un canevas parfois de plan d'action pour organiser, pour planifier un changement de pratique, une transition vers des pratiques de gestion du végétal. Et elle permet aussi d'encourager le questionnement sur certaines habitudes, des choses qu'on a toujours faites et que maintenant on a n'ont plus forcément lieu d'être. Et voilà, donc réfléchir aussi sur les futures pratiques à mettre en place. Donc au printemps, on a ouvert les candidatures jusqu'au 30 juin. On a reçu plus de 70 candidats. Donc en collectivité, infrastructure de tourisme et de loisirs et également infrastructure gestionnaire de linéaire. Donc on a eu un département également qui a candidaté. L'été, on a mis en place le planning des tournées et recruté l'équipe d'accompagnement, donc 28 structures sur l'ensemble de la région, qui sont des structures d'accompagnement directement sur le territoire, donc des CAUE, des associations, des naturalistes, des spécialistes des parcs. Donc, c'était des professionnels des syndicats également. Donc voilà, un point très valorisant pour les gestionnaires d'avoir ces retours-là et d'avoir ces échanges avec des personnes qui peuvent apporter ces conseils, ce qui s'est passé à l'automne au moment de la rencontre des candidats. Et enfin, l'hiver, donc la semaine dernière, on a pu avoir la cérémonie de remise des prix au Salon Ad Natura où on a récompensé les 64 lauréats. Donc, on a une carte interactive sur le site que vous pouvez consulter qui présente donc les 64 adhérents de la charte cette année. Cette année, 18 communes ont été labellisées, ont été adhérentes à la charte au niveau 1, ainsi que 8 établissements de tourisme et un département. Au niveau 2, 20 communes et 6 établissements de tourisme. Et au niveau 3, 10 communes et un établissement de tourisme. Donc, vous retrouverez tous ces éléments sur la carte interactive. Il y a également des bonnes pratiques associées, un tableau déroulant de bonnes pratiques. C'est
Donc, c'est le top 3 des bonnes pratiques par gestionnaire. Et évidemment, ils en font beaucoup, beaucoup d'autres. On va pouvoir maintenant, je vais laisser la parole aux, aux hommes et femmes d'action qui sont sur le terrain pour vous présenter ce qu'ils font pour préserver le végétal dans l'espace public et les engagements qu'ils ont pris et ce qu'ils mettent en place depuis des années. Donc, on va commencer avec Madame Céline Meunier de la commune d'Alzonne dans l'Aude. Ensuite, on aura le témoignage de Monsieur Jean-Michel Lossegot de la commune d'Aurignac dans la Haute-Garonne. Et enfin, on terminera avec Monsieur Sylvain Payan du camping du Clos des Capitelles dans le Gard. Je vous laisse la parole. Madame Meunier. Ok, merci. Donc bonjour à tous, je suis Céline Meunier, moi je suis l'adjointe environnement et urbanisme et j'avais en charge un petit peu la transition écologique. Donc on a décidé aujourd'hui de vous parler d'une action spécifique sur le cimetière puisqu'on a décidé de le végétaliser. Tu peux passer, Jasmine. Juste un petit point de contexte, Alzonne, c'est une commune de l'Aude qui est située entre Carcassonne et Castelnaudary, qui est située à la croisée en fait, des influences climatiques méditerranéennes et océaniques. C'est un territoire qui est marqué par l'eau et l'agriculture et qui possède divers zonages environnementaux. Donc on a, en fort de ces zonages environnementaux et cette biodiversité un petit peu caractéristique, on a décidé déjà de s'engager dans une labellisation. Alors à l'époque, zéro phyto, et puis on a poursuivi. Vous pouvez passer. Donc en 2017, on n'était pas très en avance, hein, on n'avait pas pris trop d'avance. En 2017, on a fait notre PA-PPH qui nous a conduit par la suite à demander une labellisation de niveau 2 zéro phyto en 2019. Et on s'est fixé pour objectif en 2020 voilà, d'être labellisé Terre saine. Alors on était plutôt OK sur le stade et sur les espaces verts et la voirie. Par contre, on avait une grosse problématique sur le cimetière. Vous pouvez passer. Notre cimetière, là, c'est une vue de dessus, était très minéralisé. Les allées, donc, c'était des graviers très fins. Vous voyez, il est divisé en 3 espaces. Tous les espaces étaient pareils, hein, sur des graviers ocre. On avait quand même une base, c'est qu'il y avait déjà quelques arbres et arbustes qui étaient en place. On s'est très vite rendu compte qu'en arrêtant les produits phytosanitaires, on avait des herbes indésirables qui poussaient et à l'œil, c'était très disgracieux parce qu'elles étaient hautes et ça faisait une tache verte au milieu de l'allée, donc c'était très chronophage. Du coup, on a décidé en 2020 d'attaquer une végétalisation. Vous pouvez passer. Alors, on a commencé en février. On avait dans l'espace du milieu de gros écarts entre les tombes et le mur d'enceinte du cimetière. Donc, on a commencé par végétaliser ces espaces-là en plantant des vivaces arbustives. Donc, bon, il y a un peu de tout, hein. Il y a de la sauge, de la verveine, des choses comme ça. Sur les choses un peu plus à l'ombre, on a planté de l'arbousier, des pervenches, il y a des céanotes. Voilà, on a commencé par ces espaces-là. Et on a testé aussi, c'est pareil, vous le voyez sur la photo du bas, des plantes rampantes entre tombes. Alors des thym rampants, des choses comme ça. L'objectif, on est d'accord, hein, c'était de ne plus avoir à désherber, d'essayer de couvrir le sol par autre chose pour éviter le désherbage manuel ou au gaz ou tout autre type de désherbage. Donc les tests qu'on a fait, on l'a fait grâce au département de l'Aude, qui a une pépinière départementale, et donc ils nous ont fourni les plans qu'on a mis en place. Ça, c'était en février 2020. Vous pouvez passer. Ensuite, en novembre, on s'est dit que c'était plutôt sympa ce qu'on avait fait, c'était assez joli, ça fleurissait. On a dit on va tester sur d'autres espaces. On avait des concessions qui, elles, étaient en terre battue. On a décidé de les végétaliser. Alors là, avec des semences, c'était des mélanges de fétuques et de trèfle pour certaines. Et ensuite, on a continué notre plantation de vivaces arbustives sur des vieilles tombes qui nous paraissaient abandonnées. Donc, sur la photo du haut, vous voyez ce que ça donne une fois qu'on a eu semé. L'objectif, c'était habituer les gens à avoir du vert dans le cimetière, parce qu'on passait de quelque chose, je vous dis, de très minéral, et là, on ramenait du vert. Donc, l'objectif, c'était déjà préparer la population à la suite, c'est-à-dire à l'enherbement.
Et alors moi, j'attire votre attention juste sur, on a eu voilà, une petite déconvenue, c'est que on a planté sur des tombes qu'on considérait comme abandonnées puisque effectivement personne, en tout cas on voyait jamais personne. Et sur le lot, il y en a une qui ne l'était pas. Donc voilà, si vous vous engagez dans ces démarches-là, bien vérifier que effectivement les tombes ne sont pas entretenues ou qu'il n'y a personne qui vient parce que ça peut heurter la sensibilité des gens, ce qui est compréhensible. Voilà. Donc vous pouvez passer. Alors, sur la suite, on a décidé d'enherber les allées, puisque bon, on avait fait les entretombes, les murs. Alors, on a réfléchi à plusieurs solutions. Ce qu'on voulait, c'était de l'herbe. On voulait que ça pousse rapidement. Et on voulait surtout que tout pousse en même temps, parce qu'effectivement, il y a plusieurs techniques pour enherber les allées de cimetière. Soit on laisse pousser naturellement ce qui arrive, voilà. Soit on fait des techniques on déroule des tapis pré-ensemencés. Soit on fait la technique que nous on a choisie, ça s'appelle l'hydromulching ou l'hydroseeding. Donc on a projeté directement sur les allées. On n'a pas fait de travail de la terre, on les a juste griffés sur 2 cm. On a projeté en fait un mélange d'eau, de mulch et de semences. Voilà, l'avantage pour nous, c'est que ça a poussé tout d'un coup, ça faisait un visuel vert très rapidement et c'était des herbes qu'on avait choisies. Alors la semence, c'était des fétuques essentiellement, fétuques ovines, fétuques rouges et fétuques semi-traçantes. Donc on a fait petit à petit, c'est-à-dire on a commencé par quelques allées sur le premier espace, puis vous pouvez passer sur l'année 2022, on a fait les autres espaces. Voilà, donc là vous avez un exemple de ce que ça donne, hein, des allées en gravier et ensuite en herbé. Ça pousse très vite, hein, en un mois il y a la levée, ça fait un visuel très vert directement, donc c'est plutôt bien accepté par la population. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en été, on n'arrose pas, donc ça jaunit, mais dès qu'il y a des premières pluies, ça reverdit. Voilà, là on vient de passer une année très 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 sèche, et bon, il n'y a pas de souci, ça a reverdi direct. Alors, c'est un gain de temps pour nous, hein, et puis c'est un travail moins ingrat, c'est-à-dire qu'on tond au lieu d'enlever de l'herbe, je vous dis, soit à la main, soit à la binette, soit en brûlant avec du gaz. Donc, c'est un confort quand même pour voilà, pour les agents municipaux qui, eux, quand même préfèrent tondre ou passer du rotofil plutôt que normal, hein, de se baisser pour ramasser l'herbe. C'est beaucoup plus confortable. On a laissé quelques allées en gravier. Plus ça va, plus on végétalise. Là, on a encore fait une série voilà, sur les espaces 2 et 3. Tout sera en herbé. Vous pouvez passer. Voilà, ça c'est une photo pour vous montrer ce que ça donne, hein. Ce que je vous disais, en été, ça jaunit, mais finalement, ça revient à la couleur ocre qu'on avait avant, hein, un petit peu. Et puis, dès qu'il y a des premières pluies, ça reverdit. Ce qui est à l'ombre, ça reste vert. Cette année, c'est resté vert. Il y a des platanes, c'était resté à l'ombre. Il n'y a pas eu de souci particulier. Il faut 3 ans pour que ça s'installe correctement. Donc, voilà, en novembre, on vient réensemencer certains endroits où éventuellement ça aurait mal poussé. En 2021, on a eu quelques soucis de remontée de produits phyto, donc il y a des petites taches qui finalement n'avaient pas prise, mais pareil, on est venu réensemencer et ça se gère très bien. Vous pouvez passer. Voilà, ça c'est des exemples de réalisation. À gauche, donc vous avez l'allée avec l'hydrocynique qui a été posée et après ce que ça donne avec enherbement. Et sur les autres photos, vous avez soit les intertombes, soit les murs entre voilà, les tombes et le mur d'enceinte. On n'a pas réitéré de mettre des rampantes entre les tombes. On a préféré, là on avait fait un test, mais on a préféré mettre de l'herbe plutôt, de la fétuque. C'est plus facile quand même d'entretien et bon, voilà, on a fait ce choix-là. Vous pouvez passer. Alors, en termes de communication, parce que c'est quand même un petit peu essentiel, on avait communiqué avant. Donc avec des articles qui expliquaient ce qu'on allait faire dans notre journal communal. On l'a fait tout le long des travaux, hein. On a mis des petits panneaux au cimetière quand on a fait les tests, donc test de prairie fleurie, parce qu'on avait testé la prairie fleurie, test d'enherbement, voilà, végétalisation des abords des tombes. On a fait de la communication sur les réseaux sociaux pendant les travaux, hein, soit sur Facebook, soit sur Instagram.
Et puis, ce qui a aussi pas mal porté, c'est dans tous les discours qui sont faits à l'occasion de commémorations ou notamment des vœux où on fait un petit peu un bilan de l'action et ce qu'on va faire l'année d'après. On en a parlé. Voilà, on a parlé qu'on allait végétaliser, qu'on allait enherber. On a expliqué pourquoi on le faisait et ça passe plutôt bien du coup auprès de la population. Franchement, on n'a pas eu de retour négatif, excepté la personne voilà, là où on avait planté sur la tombe qui n'était pas abandonnée, mais après, les retours sont plutôt positifs. Vous pouvez passer. Voilà, alors je l'avais marqué, mais je ne l'ai pas abordé. Le coût, parce que c'est souvent la question qu'on me pose. Alors, sans ramener de mélange terre-pierre, sans décaisser, sans quoi que ce soit. Nous, on a juste griffé et projeté l'hydromulching. On est à 7 € hors taxe du mètre carré. On n'avait pas une forte épaisseur de gravier. Voilà, j'ai rencontré d'autres communes qui avaient peut-être 20 cm d'épaisseur de gravier où ça n'a pas du tout fonctionné. Nous, on avait très peu, la couche était fine de gravier, elle était peut-être de 5 cm. Du coup, ça a très bien fonctionné. Et honnêtement, on est très content d'avoir fait ce choix-là. Voilà pour moi. J'ai essayé d'aller vite. Parfait, merci beaucoup. Madame Beignet, vous êtes dans les temps. Ouf. Vous avez une première petite question de Monsieur André Péchin à Foix qui vous demande s'il n'y a pas un problème d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite avec l'enherbement généralisé. Alors, aujourd'hui, il n'est pas généralisé partout. Il y a des allées où il y a encore du gravier. Au final, on n'a pas déstructuré le sol. Donc oui, c'est une véritable question. Aujourd'hui, la loi, c'est il faut que les personnes à mobilité réduite puissent rentrer dans le cimetière. C'est toujours le cas, puisqu'elles rentrent par un endroit où c'est effectivement en gravier. La loi n'impose pas en fait l'accessibilité sur toutes les tombes du cimetière. Donc pour l'instant, on est dans les clous dans la loi. Le sol n'est pas déstructuré, donc finalement, alors, je ne parle pas pour des personnes en fauteuil, hein. Je parle pour des personnes, par contre, qui ont des cannes ou des choses comme ça. Les personnes âgées, elles n'ont pas de difficulté. Mais je vous dis, on n'avait pas du tout déstructuré le sol, donc l'assise, en fait, était encore très raide. Pour des personnes en fauteuil, oui, c'est plus compliqué. Voilà, effectivement. Alors moi, j'ai une petite question directement. Voilà. Pour préciser, vous avez tout fait en régie, vous n'avez pas fait appel à de prestataires. Vous avez loué les machines pour Non, l'hydromulching, etc. non, on a fait faire par un prestataire. Il y a plusieurs solutions, effectivement. Soit on loue la machine et on se le fait, soit on fait appel à une entreprise un paysagiste, hein. Nous, on a choisi de faire appel à un paysagiste. Parce que la machine, il fallait qu'on aille la chercher après Toulouse, qu'on revienne. Bon, voilà, au final, on est passé par une entreprise privée. Et on a étalé ça sur 3 ans. Voilà, on n'a pas tout fait d'un coup, hein. Il y a possibilité de faire tout d'un coup si on veut aussi. Et sur le coût global de l'opération, vous avez une idée du coût global? Vous avez donné des données sur au mètre carré, mais bon, c'est vrai que pour se rendre compte un petit peu de la surface de votre cimetière, puisque de mémoire, je l'ai visité, c'est quand même un espace assez conséquent. Donc, voilà. Oui, on en est à peu près, allez, on n'est pas loin des 30 000 €, quoi, hors taxe. Ok, très bien. Jasmine, tu as ton micro coupé. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions Désolée. maintenant pour Madame Meignet, bon, vous pouvez tout à fait les poser dans le chat. Ça peut être aussi en cours tout au long du webinaire, hein. On aura aussi un temps questions-réponses à la fin du webinaire, donc vous n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, Madame Meignet, je pense, a l'habitude d'accueillir des communes sur son territoire pour visiter le cimetière, il me semble, hein. Donc, est-ce Oui, que c'est oui, la vous dernière êtes les question que je pose? bienvenus. Voilà, Oui, oui, vous êtes les bienvenus. très bien. Merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant à Monsieur Jean-Michel Lossegot de la commune d'Aurignac. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis Jean-Michel Lossegot, le maire de la commune d'Aurignac. C'est une commune. Alors, je ne sais pas du coup si j'ai la main pour avancer ou si c'est vous qui avancez. C'est moi qui vais passer. D'accord. Donc, si vous voulez bien avancer à la prochaine diapo. Donc, pour présenter le village, c'est une commune donc d'un peu moins de 1300 habitants, un milieu rural. Donc, c'est une petite commune avec, c'est un village médiéval avec tout un ancien village et puis après une zone un peu plus récente, mais qui avait, comme beaucoup de nos villages,
depuis une quarantaine d'années, fait beaucoup de place à la voiture, donc avec beaucoup d'espace dans le village très minéraux, très voilà, des trottoirs bétonnés, du goudron, des aménagements routiers. Et donc, nous avions l'intention de faire évoluer ça. Donc, nous avons commencé notre démarche. Ce que je souhaite dire, c'est que nous avons porté une démarche de façon très empirique. On n'a pas forcément établi un plan au départ du travail dans la transition écologique. Nous avons avancé pas à pas face à des problématiques. Alors, notamment, nous avions aussi une problématique cimetière, mais que je ne vais pas trop développer puisque l'intervenante précédente a pas mal discuté par rapport à ça, mais j'expliquerai un peu quelle était quand même notre problématique que nous avions, qui était un peu différente. Et de manière générale, voilà, chaque fois on a essayé de répondre avec bon, nous sommes une petite commune, donc avec peu de moyens, donc souvent le fait d'avoir peu de moyens nous a poussé à réfléchir différemment. Il y a des choses qu'on aurait faites, peut-être on aurait fait plus d'erreurs si on avait eu plus de moyens financiers. Donc oui, vous pouvez avancer, Jasmine, s'il vous plaît. Donc le démarrage, effectivement, c'est sur le mandat précédent, on le situe à peu près là, où en 2014, on porte donc un projet global d'accueil de la population, donc à la fois de la population permanente, mais aussi de la population touristique. Et donc, on avait vu que que l'accueil dans le village pouvait être très amélioré par la perception que les gens pouvaient avoir quand ils traversaient le village. Je vous disais, c'est un village plutôt minéral, et donc on a cherché à casser un peu cette image-là et à travailler beaucoup, dans un premier temps, sur le fleurissement. Donc, en participant au concours notamment départemental de villes et villages fleuris, mais c'est vrai que c'était un concours auquel la commune participait précédemment, mais avec une notion du fleurissement relativement teintée d'années 80-90, avec beaucoup de jardinières, beaucoup de plantes, on va dire, hors sol. Et donc, on a commencé à travailler dans ce sens-là d'abord, avec une notion aussi d'économie d'eau, parce que nos agents passaient à certaines périodes de l'année, au printemps notamment, 2 à 3 jours uniquement pour arroser les plantes. Donc, c'était du temps de travail qui nous paraissait perdu, et aussi de la quantité d'eau. Donc, on a cherché à modifier nos pratiques, et bien sûr, en travaillant sur tout ce qui est espèces différentes, essences différentes, en faisant en sorte de retenir des espèces moins consommatrices en eau, de faire plus de plantations en pleine terre, du paillage, enfin bon, voilà, tout ce qu'on connaît maintenant, mais c'est vrai que ça a nécessité en 2014-2015 une certaine révolution dans notre service. On a commencé par, j'avais sollicité un jardinier extérieur qui a formé nos agents à regarder nos espaces publics, et à voir comment on pouvait les faire évoluer vers des pratiques un peu différentes. Donc ça a duré sur la première année, et en fait, nos agents ensuite se sont emparés vraiment de cette question-là. Ils se sont rendus compte du gain qu'ils pouvaient avoir aussi sur leur fonctionnement, sur leur travail, et depuis, c'est eux qui petit à petit ont travaillé pour faire évoluer leurs pratiques. Donc, si on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît, voilà, avec quelques photos. Donc, quand je le disais, on avait donc une problématique très routière, avec des trottoirs très anciens, où en fait, dès qu'il y avait un brin d'herbe dessus, bien sûr, la population râlait, c'était sale, c'était pas entretenu, voilà. Donc, on a aussi des trottoirs, on avait des trottoirs qui n'étaient pas du tout, qui n'étaient pas bétonnés, mais qui étaient instabilisés.
Et alors là, c'était là le pire. Il y avait des endroits où la population estimait que l'herbe qui poussait posait problème. Donc en fait, on a poussé la logique un peu plus loin. Et au lieu d'essayer de détruire l'herbe au fur et à mesure qu'elle apparaissait, ben, on l'a au contraire, on a profité et on a laissé au contraire ces trottoirs ou ces zones-là s'enherber naturellement et en faisant juste un entretien. Et en accentuant ça même aussi, vous le voyez sur la photo de gauche, où on a même planté des espèces plutôt de basse taille, mais qui permettaient de végétaliser. Et petit à petit, on a comme ça investi de plus en plus d'espaces publics. Et comme le disait la précédente intervenante, l'œil, on a essayé de faire évoluer l'œil de nos habitants, voilà, de montrer que l'herbe, que la plante qui est sur même au milieu parfois du béton ou autre, eh bien, ça n'est pas sale, au contraire, c'est même plutôt vertueux. Donc on a travaillé parallèlement aussi sur des concours. Parfois on a organisé des concours de photos, notamment l'année dernière encore, sur des plantes qui sont dans notre ville, dans notre village, sur les murs, au sol ou autre. Et petit à petit, comme ça, on a fait évoluer l'œil de nos habitants. Bien sûr, de l'information aussi sur la gestion différenciée de certains espaces avec des panneaux. Vous le voyez sur la photo du milieu où il y a un panneau, enfin on le devine au moins. Et puis aussi, on a suscité et poussé, comment dire, encouragé des initiatives de personnes, comment dire, d'habitants, de privés. Donc plusieurs personnes nous ont demandé petit à petit de pouvoir devant chez elles, même lorsqu'elles sont dans une rue et qu'il y a un trottoir, de pouvoir délimiter une petite fosse et de pouvoir faire des plantations. Donc ça, chaque fois qu'on nous l'a proposé, on a bien sûr répondu plutôt favorablement et incité à ces choses-là. On a petit à petit aussi organisé un concours des maisons fleuries pour comment dire, pour encourager ces initiatives-là. Et vous avez aussi carrément en bas, là, sur la photo du bas, c'est un quartier, donc c'est une petite placette dans le vieil Aurignac, où les habitants autour de cette placette ont en 2-3 ans initié la mise en place d'un composteur, créé des bordures en pied de mur et planté des plantes potagères, décorer aussi les arbres qu'on peut deviner, là, enfin, animer un peu tout ce travail-là, de faire en sorte de mettre en avant beaucoup plus le végétal dans le village. Donc, un mot du cimetière sur la photo de droite. Nous, on avait une problématique particulière, c'est que notre cimetière est en pente, dans un terrain extrêmement pentu et sur un sol sablonneux. Et donc, en fait, 2 à 3 fois par an, nos agents étaient obligés, enfin, ça c'était du travail d'Hercule, on a essayé de rapidement trouver une solution par rapport à ça. Dès qu'il y avait un orage, tout le sable descendait, déchausser les caveaux, et donc nos agents étaient obligés de remonter, de réétaler le sable tout dans l'ensemble du cimetière. Et donc, mais il était à nu à ce moment-là. Donc effectivement, on avait réfléchi au départ à savoir comment on pouvait faire, est-ce qu'on pouvait faire des allées bétonnées ou autre. C'est là que je dis que parfois de ne pas avoir trop de moyens nous fait réfléchir différemment, parce que si on avait eu les moyens, on aurait bétonné, je crois, toutes nos allées du cimetière. Mais vu les coûts que ça représentait, on ne l'a pas fait. Et petit à petit est venue l'idée de laisser au contraire la végétation s'installer. Et on a, une année, on a dit, à partir de ce moment-là, on végétalise notre cimetière et on a laissé complètement, par contre, là, de la végétation spontanée s'établir. Alors, effectivement, ça prend un peu de temps, mais le résultat a été, au bout de, on va dire, 2 saisons, vraiment extrêmement concluant, puisque aujourd'hui, l'ensemble du cimetière est végétalisé.
le sol est tenu, il n'y a plus ces problèmes par rapport au sable. Et pour répondre à une question qu'il y avait tout à l'heure sur l'accessibilité, en laissant l'herbe vraiment très très basse, ça demande bien sûr un peu d'entretien, mais en laissant l'herbe très très basse, en fait le sol il est plus stabilisé aujourd'hui que ce qu'il était précédemment. Et donc je vais dire plus accessible, alors peut-être pas aux normes d'accessibilité, mais en tout cas plus accessible que ce qu'il était quand c'était un sol sablonneux et donc en plus je vous dis déjà sur un terrain en pente, donc pas évident pour l'accessibilité. Donc voilà pour le cimetière. Si on peut passer à la diapositive supplémentaire, suivante, pardon. Voilà, donc vous avez quelques exemples que petit à petit, année après année, nos services, dont notre service Espace Vert a investi. Donc c'était des espaces qui étaient précédemment perdus, on va dire. Donc on a d'abord travaillé sur 2015-2016, on a instauré à chaque entrée du village vraiment une entrée, enfin chaque fois un massif très fleuri, très visible, très coloré, de manière aussi à montrer qu'on entrait dans le village. Et c'est aussi un signe, on va dire, pour la vigilance en voiture, parce qu'on avait des profils d'entrée de village extrêmement routiers aussi, où en fait on ne se rendrait pas compte qu'on rentrait dans une zone urbanisée. Et donc de marquer vraiment ces entrées de village avec des massifs fleuris nous a permis de bien signaler ces entrées autrement que par des chicanes, par des panneaux routiers ou autres. Voilà, donc on a préféré agir dans ce sens-là. Et ensuite, petit à petit, tous nos chantiers, tous nos travaux, on a fait en 2019, on a fait un programme d'urbanisation sur l'allée centrale de notre village. Alors bien sûr, là, on a réinstitué des vrais trottoirs parce que c'était une problématique. C'est l'allée, enfin c'est la rue commerçante et là où il y a la plupart des services publics. Donc il fallait quand même garantir une certaine accessibilité, c'est vrai, mais on a essayé d'instaurer quand même, là encore, pas mal de massifs en pleine terre par des fosses et aussi de ménager quelques fosses pour des riverains qui souhaitaient fleurir leur façade. Voilà, si on peut avancer. Donc là encore quelques exemples petit à petit au fil des années vous voyez des zones, des sortes de banquettes qui étaient mi-stabilisées, mi-naturelles que l'on a orientées complètement en végétaux, en végétalisation. Donc maintenant la zone que vous avez sur la gauche là, est complètement enherbée, donc c'est un trottoir enherbé, voilà. Mais qui permet justement en maintenant l'herbe basse, bien sûr, il ne faut pas laisser pousser trop, mais en maintenant l'herbe basse qui est extrêmement praticable en toute saison. Il n'y a pas de ces craintes qu'on pouvait avoir au départ de se dire est-ce que ça ne va pas être boueux quand il pleut, l'herbe mouillée ou autre. En fait, on se rend compte que c'est tout à fait praticable aussi bien qu'un trottoir goudronné. Voilà, si on peut avancer sur le dernier point que je voulais présenter. Ah oui, non, pas encore, le dernier point, pardon, il me manque encore un. On a beaucoup travaillé aussi, vous avez pu voir sur le profil initial que Aurignac était un village sur un éperon rocheux, donc avec pas mal de dénivelés. Donc régulièrement, à plusieurs endroits, les espaces publics comment dire, il y a des gros dénivelés sur des bords de voies, sur des terrassements qui ont été faits pour créer des bâtiments ou autres. Et donc nous avons travaillé, alors dans un premier temps, c'est vrai, avec pas mal de bâches. On a pratiqué pas mal la bâche à ces moments-là. Et petit à petit, nous avançons. Là aussi, c'est d'ailleurs la charte engagée pour le végétal qui nous fait aussi évoluer sur ces choses-là. Petit à petit, nous enlevons nos bâches et nous trouvons d'autres moyens de pouvoir stabiliser nos talus.
ou dans les cas extrêmes, en tout cas, faire le choix de bâches qui se détruisent petit à petit et qui sont plus à base de plastique, voilà, mais de matière naturelle. Hop, si on peut avancer. Voilà, alors c'était celui-là le dernier point qui est assez symbolique du travail que nos agents viennent de mener depuis, notamment depuis 2 saisons. En 2005, donc, il y a eu un changement assez important dans l'organisation de la circulation dans le village. Et la précédente municipalité avait positionné beaucoup de terre-plein, vous voyez comme sur la photo en haut à droite, d'îlots ou autres pour limiter la vitesse des véhicules, pour délimiter les emplacements de stationnement ou autres. Et donc, à travers le village, il y a une quinzaine de zones comme ça. Mais vous le voyez, bien sûr, bordure, goudron au milieu, voilà, extrêmement minéral là aussi. Donc, nos agents ont travaillé depuis une grosse année à enlever le goudron qu'il y a au milieu de ces terre-pleins, de ces îlots, et à y mettre donc de la terre et à les planter. Et ça change énormément la vue. Enfin, quand on traverse le village, vraiment la perception que l'on a est vraiment changée. C'est assez important. Et d'ailleurs, même plusieurs de ces massifs, maintenant, on n'arrive plus à se les représenter comment ça pouvait être 1 an et demi ou 2 ans en arrière. Et donc, c'est vrai que ça a beaucoup plu à la population, aux visiteurs, autres. On a de très, très bons retours par rapport à ce travail-là. Bon, qui a été là aussi encore, on a des agents courageux et qui ne ménagent pas leur peine. Mais c'est vrai que d'avoir des retours très positifs, ça permet aussi d'encourager leur action. Et ils sont ravis de tout ce qu'ils ont pu faire et des retours qu'ils peuvent avoir. Voilà sur le dernier point. Mais comme je le disais tout à fait au début, c'est quelque chose qui a été chez nous de façon très, très empirique. C'est des idées comme ça qui sont venues au fur et à mesure que l'on travaillait année après année. Chaque année, à peu près à cette saison-ci, à ce moment-là, on fait un point avec les agents sur les grandes idées, enfin les projets qu'on veut porter sur l'année à venir dans ce domaine-là, du fleurissement et donc des espaces verts. Et voilà, donc ils nous font des propositions que l'on valide ou que l'on amende et on engage ensuite le travail sur l'année. Alors je serais bien en peine de vous dire ce que peut représenter, ce que peut coûter ces opérations-là, parce que bon, elles sont faites en régie, elles sont faites au fur et à mesure du temps qui leur est disponible. Ce qu'on sait, c'est qu'on a à peu près doublé l'espace fleuri entre 2015 et aujourd'hui. Voilà, on a multiplié par 2 la surface d'endroits qui sont plantés, fleuris ou autres. Que dans le budget, ça se retrouve finalement très peu, qu'on a beaucoup limité la consommation d'eau, donc ça c'est aussi quand même des économies. Et j'avais oublié peut-être de le signaler, mais dès 2015, on est passé en zéro phyto, donc on a aussi arrêté de dépenser de l'argent dans ces produits-là. Donc globalement, moi je dirais que c'est une opération qui nous a plutôt fait faire des économies que coûter de l'argent. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Le Segaud. Alors, il y a des petites questions qui vous sont adressées. La première, c'est combien de temps est-ce que ça a pris pour avoir une couverture satisfaisante de la végétalisation spontanée, donc dans le cimetière? C'est ça, posé par pour vraiment quelque chose de vraiment qui aboutisse à quelque chose de final. Il a fallu 2 saisons, il a fallu 2 années, on va dire. Une première année où on a laissé vraiment, on va dire presque, je vais dire sans entretien, on y avait l'œil dessus, mais sans vraiment y toucher. Alors là où on avait, par contre, là où on n'a pas été vigilant en termes de communication, c'est qu'il aurait quand même fallu prévoir un entretien juste avant la Toussaint, parce que alors là, quand les gens arrivent dans le cimetière et qu'ils voient des herbes hautes, effectivement, au milieu de l'allée ou autre,
les gens ont vraiment eu l'impression qu'on avait abandonné le cimetière. Donc, on en a profité là pour engager vraiment une communication et expliquer pourquoi on faisait ça. Et ensuite, la saison d'après, où on a complété quand même un peu à certains endroits un peu l'engazonnement. Et les agents aussi, sur la photo, on le voyait, sur certaines zones pour animer un peu les zones de circulation. On fait quelques plantations de gora ou autres, un peu fleuries, un peu colorées. Mais voilà, donc deux années, quoi, on va dire. Et Madame Meunier demande combien d'employés communaux s'occupent de vos espaces verts. Ils sont 2. Merci beaucoup. Alors, je vais quand même préciser, ils sont 2 spécifiques espaces verts. Après, on a 7 agents de services techniques sur la commune, donc avec un maçon, un électricien, enfin vraiment du personnel qualifié, chacun dans son domaine. Et en fait, suivant les périodes et suivant l'activité, il arrive que les agents espaces verts puissent travailler avec leurs collègues sur un chantier bâtiment, ou que les agents bâtiments viennent aider, quand je disais, là, quand ils ont travaillé sur l'enlèvement du goudron là, dans les massifs, dans les îlots, là, depuis 2 ans, il n'y a pas que les 2 agents d'espace vert qui ont travaillé là-dessus. Ils ont fait quelques journées où ils étaient presque tous pour avancer rapidement là-dessus. Très bien, je vous remercie, Monsieur Le Second. On va passer au témoignage de Monsieur Sylvain Payan du Clos des Capitelles. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est parfait, on vous entend. Bon. Super, bonjour à tous. Voilà, donc je suis Sylvain Payan, donc je travaille au camping Le Clos des Capitelles, qui est un camping au nord du département du Gard. Donc on a à cœur de préserver la nature, puisqu'en fait c'est notre ressource pour notre activité, puisque le tourisme est essentiellement, même s'il y a une part culturelle avec la grotte Chauvet pas très loin, quelques sites artistiques et culturels à proximité, il y a essentiellement un tourisme qui est orienté nature et activité dans la nature. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Voilà, donc l'histoire du Clos des Capitelles, c'est l'aménagement d'une ancienne coupe de bois de 4 hectares environ, en camping nature. Le but de la démarche était pour sauver une exploitation vinicole et de plantes à parfum dans notre famille. Et donc on s'est porté sur le terrain qui était entre guillemets le plus ingrat pour essayer de le valoriser. Donc les travaux ont commencé en 2005, en août 2005. On a ouvert en 4 étoiles loisirs en juin 2006. Et donc l'idée, ça a été de préserver au maximum la forêt qui nous accueillait. Et donc comme c'était des coupes séculaires à blanc, c'était vraiment des taillis, et il n'y avait pas de très beaux sujets. Donc en 2010, on a candidaté pour la démarche qualité tourisme et Sud de France. En 2013, on a eu une amorce d'une réflexion plus globale sur notre impact environnemental, notamment via l'exploitation agricole, en prenant en compte les problématiques liées aux pesticides qu'on utilisait. Il y avait aussi la sortie du film Nos enfants nous accuseront sur Barjac, avec la démarche de la commune donc voisine de Barjac qui a mis en place la restauration bio. Et c'est vrai que ça nous a pas mal interpellés. Suite à ça, donc, on a voulu faire valoriser notre démarche par le label Clé Verte, donc, qui est une charte assez exigeante à destination des sites et hébergements touristiques. En 2019, on a réfléchi à une requalification du classement en catégorie 5 étoiles loisirs, suite à la création de cette catégorie 2 ans avant. Et on a candidaté à Zéro Phyto. Sauf qu'entre-temps, donc, il y a eu le Covid, et donc c'est vrai que ça a été très complexe pour nous, structure d'accueil, avec le flou juridique qu'il y avait, de mettre en place certaines pratiques. Voilà, donc on a, à côté de ça, sur l'exploitation, valorisé notre démarche avec le label haute valeur environnementale de niveau 3. Et ensuite, en 2020,
on a repris en fin 2020, on a repris le sujet de tout ce qui était notre politique RSE, donc de responsabilité sociale, économique et environnementale des entreprises, en accueillant une mission de terrain de l'école des mines d'Alès pour identifier les pistes d'amélioration prioritaires en matière sociale et environnementale à mettre en œuvre dans notre entreprise. Donc suite à ça, on a été accompagné par la Chambre de commerce et d'industrie du Gard et l'ADEME et la région Occitanie. Et on a amorcé une démarche d'écolabellisation de nos produits et services. Donc c'est toujours en cours à l'heure actuelle parce que ça prend du temps. Voilà. Et en 2023, voyant qu'on avait mis en œuvre quand même beaucoup de bonnes pratiques, on a décidé de candidater à la charte engagée pour le végétal en lieu et place de la candidature Zéro Phyto. Voilà, vous pouvez passer à la diapositive suivante. Voilà, donc je disais habiter le paysage. Donc là, vous avez une photographie aérienne disponible sur Géoportail qui recoupe les photos disponibles entre les années 50 et 65. Donc on voit que le paysage est vraiment typique des paysages agro-pastoraux du Languedoc-Roussillon, avec des terrains qui ont été surpâturés, qui ont été très érodés, avec une végétation très rare. En fait, tous les points noirs, ce sont ou des petits chênes ou des cades. Donc, pour donner une idée, donc la partie du milieu donc, fait 4 hectares, la partie verte, et c'est le site du domaine. Vous pouvez cliquer pour faire passer, s'il vous plaît. Voilà, donc l'autre problématique qu'on rencontre, c'est qu'on a une très forte déclivité sur le terrain, par endroits jusqu'à 45% de pente. Donc, comme on est soumis presque annuellement à des épisodes cévenols, c'est vrai qu'en 2018, ça a été aussi une prise de conscience. On a eu un très fort épisode cévenol en août qui a occasionné beaucoup de ravinements sur le terrain, malgré les pratiques qu'on avait déjà mises en place. Suite à ça, on a vraiment cherché à mettre en avant, à dégager les pistes d'amélioration pour limiter l'érosion du sol et le ravinement. Et en 2018, double peine, il y a eu la pyrale du buis. La pyrale du buis, nous, on a 4 hectares sur lesquels il y avait à peu près 50% des plantes présentes qui étaient du buis. C'est-à-dire que tous les espaces des emplacements de camping, entre les chalets, etc., étaient délimités par des haies de buis qui, pour certains, avaient plus de 60 ans et donc qui, en 3 jours, ont été complètement ravagés. À l'époque, on ne parlait pas du Bacillus thuringiensis pour traitement. Il était hors de question qu'on mette un traitement insecticide chimique de manière à préserver les autres espèces qui étaient grandement touchées par ce déséquilibre qui s'est créé. Voilà, vous pouvez cliquer. Voilà, et donc là, c'est une photographie aérienne qui a été prise l'année dernière et donc qui montre l'évolution du coup du couvert végétal avec l'évolution des pratiques agricoles sur la commune. Et donc depuis 1965, le couvert végétal qui a pris place au domaine. Donc ce couvert végétal, vraiment, on n'a pas eu une réflexion comme dans un univers déjà urbanisé, comme les 2 intervenants qui ont présenté leur projet de commune. Nous, ça a vraiment été une démarche de comment on va pouvoir intégrer une activité touristique au paysage sans le dénaturer, sans le marquer d'une empreinte trop forte et irréversible. Donc par rapport à ça, on a vraiment essayé donc de préserver le maximum d'arbres en faisant la part belle à la différenciation des espèces, c'est-à-dire qu'on a essayé de sélectionner au maximum des sujets d'espèces différentes, de manière à favoriser la présence de pollinisateurs avec des arbres qui sont florifères davantage que les chênes et vraiment de pouvoir
avoir un support aussi pour nourrir des populations d'oiseaux qui seraient auxiliaires pour nous aider dans l'entretien aussi des espaces verts et de cet environnement-là. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Voilà, donc le principal travail qu'on a mis en œuvre donc pour laisser la part belle au végétal. Quand on a créé le domaine, en fait, on n'avait pas la même conscience qu'actuellement. Et donc ce qui a été fait, c'est qu'on a déjà fait un gros travail en 2022 de désimperméabilisation des sols. C'est-à-dire que la réglementation portée par Atout France oblige que les cheminements soient recouverts et stabilisés, imperméables et stabilisés, quand on est en catégorie 3, 4 et 5 étoiles. Donc par rapport à ça, nous, on avait cette obligation-là. On s'est dit, bon, bah, comment on va faire pour pouvoir être aux normes avec cette réglementation-là, avoir un confort pour les usagers, parce que c'est un domaine d'activité qui est très standardisé. Et donc par rapport à ça, on a travaillé juste sur la réduction de la largeur de l'allée en enrobé et la suppression, la réorganisation de certaines voies d'accès pour optimiser les allées et venues de nos clients. Donc c'est un constat simple. En fait, on est passé de presque 5 800 m² de surface bitumée en 2019 à 3 832 m² en 2022, ce qui fait 33, presque 34% de réduction de l'imperméabilisation des sols. Ces espaces-là qui ont été désimperméabilisés, ben, on a fait des opérations on a fait venir de la terre végétale qui était du rebut d'une exploitation agricole dans la plaine de Barjac qui travaille en agriculture biologique pour pas apporter non plus de terres polluées. Et on a reconstitué également pas mal de murets de pierres sèches tout autour du domaine pour retenir l'eau et faire des barrages en fait à la pluie ruisselante, puisque sur 45% de pente par endroit, c'est vraiment nécessaire. Voilà, donc ça s'est soldé par en 2022 la réalisation d'1,5 km de murets de pierres sèches, aussi pour favoriser l'habitat pour tout ce qui est crapauds, tout ce qui est lézards, et nous aider également à lutter contre la présence de plus en plus importante de moustiques, particulièrement les moustiques tigres. Voilà, vous pouvez passer à la diapositive suivante. Donc, je parlais de composer avec ce qui était présent à la base. Donc là, sur la photo, vous voyez le domaine, en fait, enfin, on distingue quelques éléments du domaine dans la forêt, puisqu'en fait, on est en lisière des gorges de la Cèze et de la zone Natura 2000 des gorges de la Cèze. Et donc vraiment, ça a été la problématique première. Il y avait beaucoup d'opposition quand on a voulu créer ce projet, parce qu'on disait qu'on allait dénaturer le lieu, où il y a une très forte activité touristique depuis les années 70 d'ailleurs. Et en fait, nous vraiment, notre vision, ça a été de ne pas faire. On a également le terrain qui est agricole sur la gauche, donc on aurait très bien pu prendre ce terrain-là, planter des peupliers en rang d'oignons, et ça aurait été beaucoup plus économique pour nous. Mais ça a vraiment été l'idée de voir cette coupe de bois, il fallait en faire quelque chose, parce que c'était un taillis, c'était des arbres qui faisaient 4-5 mètres de haut, qui étaient en mat, donc avec une dizaine de départs qui se faisaient concurrence. Donc ça a été vraiment de sélectionner des troncs pour pouvoir donner de l'espace et du souffle à cette forêt. Ça a permis également le retour d'espèces herbacées dans le domaine. Le domaine est entièrement clôturé, donc de murs et avec un grillage. Et donc ça a permis également, parce qu'on est très soumis avec toute cette superficie de chêne au ravage des sangliers. Et donc ça a permis de retrouver des plantes qui avaient disparu localement ou qui n'arrivaient plus à pousser que par taches par touffes très éparses. Donc il y a plein d'orchidées maintenant présentes, des plantes florifères
de type saponaire, etc., locales qui avaient disparu. Voilà, enfin, il y a des gaillets, enfin, il y a vraiment plein de flore qui s'est réinstallée dans les allées et donc ça nous a permis aussi de limiter tout ce qui était plantation. La pratique d'une taille raisonnée, qu'est-ce que c'est? C'est, avant tout, oui, pour fortifier donc le végétal déjà en place, pour lui donner plus de vigueur. Pour étager aussi la végétation, c'est-à-dire qu'on choisit sur des espaces de garder, légèrement ouverts avec des clairières et cetera pour pouvoir, avoir plusieurs espèces qui trouvent, leur place dans ce milieu. Et les avantages, ça a été la réduction du dépérissement. Donc forcément, qui dit moins de dépérissement, dit moins d'opérations d'élagage et donc une gestion plus économique également. Une croissance accrue des arbres, donc qui dit croissance accrue dit plus d'ombre en été. Et donc quand on arrive à dépasser malheureusement maintenant les 45 degrés en été, les climatiseurs apprécient et tournent un petit peu moins. Voilà. Donc vous pouvez passer à la diapositive suivante. Voilà, donc par rapport à ça, les plantations, on en pratique très peu, à vrai dire. Globalement, on travaille sur 4 hectares du parc, on travaille sur, à peu près 5 000 m² qui sont plantés. Sur les 4 hectares du parc, on a une capacité d'accueil de près de 600 personnes. Pour comparaison, le centre d'un village, ancien, en Occitanie moyen, va représenter, 4 hectares, d'occupation et il y aura une centaine d'habitants, à l'année dessus. Voilà, donc la réflexion, ça a été d'introduire des espèces qui soient adaptées, bien entendu, au climat et aux conditions locales et qui puissent apporter un atout supplémentaire au site. Donc notamment le long des allées, quand on a, un camping, on a beaucoup de passages de véhicules, y compris de véhicules, lourds, que ça soit pour les engins de chantier ou que ça soit les camping-cars, les caravanes qui, ont, parfois, tout le monde n'ayant pas les moyens d'avoir le dernier modèle de camping-car, des fuites, d'huile, donc de polluants et potentiellement de métaux lourds. Donc par rapport à ça, on a vraiment travaillé à essayer de sélectionner des espèces dont les iris, dont la particularité, c'est les rhizomes peuvent retenir les métaux lourds. Donc on a mis beaucoup d'iris sur la bordure des allées. Ensuite, tout ce qui est, entre le bitume et les iris, on a essayé de mettre des plantes tapissantes et de laisser, la nature reprendre ses droits. Puisque comme on était, avant de devenir une forêt, petit à petit, comme on était une garrigue, on a beaucoup d'affilantes de Montpellier, de plantes de ce type-là qui vont vraiment retenir le sol, et être, très adapté au milieu un peu caillouteux, que représente la bordure, des allées. Pour, le travail, parce que dans une structure d'accueil, et notamment, un camping, les gens ont vraiment, l'habitude d'aller dans un camping pour une destination en soi et donc de rechercher vraiment un environnement paysager, soigné. Par rapport à ça, il y a eu des endroits où on n'a pas pu faire l'impasse sur des, aménagements ornementaux, en jardinière. Donc, jusqu'à 2020, on avait, essentiellement des jardinières ou en terre cuite, mais, d'importation de moindre qualité ou, des pots en plastique. Et donc on a mis en place aussi une lutte, contre le plastique, qui se généralise jusqu'aux équipements de jardin, que ça soit les salons de jardin. On essaie de faire la chasse, à chaque fois qu'un salon de jardin en matériaux synthétiques casse, on les remplace par des matériaux en qualité, en bois ou en métal. Et donc pour, tout ce qui est, plantation, en jardinière, on a fait le choix de mettre à l'honneur les poteries d'Anduze, fabriquées, à une cinquantaine de kilomètres, de chez nous, qui ont la particularité aussi de nécessiter moins d'arrosage, étant donné que c'est de la terre vernissée, donc il y a moins d'évapotranspiration par le pot.
Voilà, et donc bien sûr, on a essayé de mettre en œuvre dedans des plantes adaptées comme de la lavande, notamment pour éviter les arrosages au maximum. Pour les arrosages, on a mis en place des récupérateurs d'eau de pluie. On utilise aussi l'eau de condensat des climatiseurs, ce qui nous a permis, avec les aides de la région, on a acheté un broyeur pour limiter les besoins d'arrosage, puisqu'en fait on paille du coup maintenant, on généralise le paillage à chaque plantation de nos plates-bandes, et en même temps ça nous permet de réduire à peau de chagrin nos déchets verts, puisque tout ce qu'on peut, on le composte ou on le valorise en broyat. Grâce au broyat aussi, on a pu avoir un sol qui a retrouvé une richesse en termes d'humus, puisque un sol de garrigue, il est très érodé, il est très caillouteux, et petit à petit, on a remarqué que le sol commençait à agir comme une éponge et retenir davantage l'eau. Donc on est moins soumis à la sécheresse qu'avant, et donc toutes ces mesures, ça nous a permis de réduire les besoins d'arrosage vraiment aux seules plantes en pot et aux plantes qu'on met en terre pour la première ou la deuxième année, si on a des années très sèches comme cette année, en période d'autorisation d'arrosage. Et on est passé en fait à une réduction de 70% des besoins d'arrosage. Et on va mettre en place des citernes plus grandes pour permettre encore la réduction du ravinement et nous permettre d'être totalement autonome en eau et de ne plus dépendre du réseau public. Voilà. Enfin, pour tout ce qui est plantation, on a vraiment travaillé sur la mise en valeur de l'existant, que ça soit par une taille des arbres présents ou du petit patrimoine vernaculaire. On a la chance d'avoir des dolmens, des murs, je l'ai dit, nombreux. Et donc, c'est vrai qu'on a essayé de s'entourer d'un réseau de professionnels qui avaient une vision commune de la nôtre, ou à défaut de les former, de leur dire voilà, si vous intervenez chez nous, nous aimerions que vous respectiez telle règle de travail, tel mode de mise en œuvre, de manière à respecter la nature au maximum. Et en fait, l'idée, c'est que si toutefois on devait avoir je ne sais pas, dans un futur proche, la fermeture de l'exploitation touristique sur ce bois, qu'on puisse très facilement rendre ce terrain à la nature. Aujourd'hui, en fait, on aurait juste les bâtiments en dur et les allées à dégoudronner, quoi. Voilà. Sinon, que dire de plus? On va passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, nous, on s'est heurtés vraiment, pour la mise en place de toutes ces mesures, à notre clientèle qui était habituée à aller dans des campings 5 étoiles et qui est standardisée, qui se pour une grande partie, pour une partie, ils cherchent vraiment la nature, donc ils sont enchantés souvent par le lieu. Mais pour une partie, il y a encore des règles à casser, comme ça peut être le cas dans un cimetière où en automne, ça va pas être agréable d'avoir les turicules de vers de terre, et cetera, où il va falloir faire de la pédagogie. Nous, la pédagogie, elle s'est surtout placée parce que les gens ont eu l'impression de subir les actions qu'on mettait en œuvre. Donc si c'était à refaire, je pense qu'on ferait appel à des médiateurs en communication verte, pour pouvoir davantage intégrer ça. Sur place, on a des personnes, des intervenants dans l'équipe qui sont très sensibilisés à la culture bio, à la protection de l'environnement, et donc ils mettent en place des ateliers, que ça soit pour les adultes, pour les enfants, pour les apprendre à comprendre comment fonctionne le milieu qui les accueille. Et donc, si on a la compréhension de ce milieu-là, forcément à le respecter. C'est quelque chose de logique. Et donc de mettre en avant les actions qui sont faites. Donc là, ça commence à porter ses fruits. Néanmoins, on a eu tendance vraiment ces 2-3 dernières années
à avoir un retour en arrière, à être confronté à un retour en arrière de la vision de tout ce qui était pratique écologique ou environnementale à cause de, je pense, d'une trop forte politisation actuelle de l'écologie, notamment dans des grandes métropoles où l'écologie peut paraître exclusive ou punitive sous certains aspects. Et donc c'est vrai que notre clientèle, notre cœur de clientèle, ça va être la classe moyenne, et la classe moyenne va être très impactée dans son quotidien par certaines mesures, où il n'y aura pas eu assez de communication sur le bien fondé pour ces personnes dans leur vie quotidienne de ces mesures-là. Donc, arrivé en vacances, on va avoir envie de se lâcher un peu, de se faire plaisir. Et donc, on a eu un recul notamment du compost. On a eu un recul de la compréhension du fait qu'on n'arrose pas les espaces verts. Ça a été très dur parce que nous, en plus, à la différence d'une commune, on va être jugé à la fin du séjour. Donc résultat, il a fallu qu'on arrive à trouver des compromis, et donc on travaille activement à ça. On en a déjà mis en place un certain nombre, et donc par rapport à ça, ça a été vraiment quand j'ai découvert là le label engagé pour le végétal et les règles de la charte, en fait, on a très rapidement adhéré, parce qu'en fait, on s'est dit, voilà, c'est la chance de rejoindre un réseau local de compétences dans lequel on va pouvoir partager des bonnes pratiques, que ça soit en matière, bien entendu, de plantation ou d'aménagement, mais aussi de communication, et être accompagné par des acteurs pour pouvoir mener à bien des missions de sensibilisation du public sur le site. Voilà, donc ça, c'est un point vraiment très précieux, très positif. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Monsieur Martel et Madame Armand pour leur accompagnement déjà en ce sens. Et, euh, et voilà, c'est vraiment ce que j'aimerais mettre en avant. Et donc, le fait aussi d'avoir un label qui soit porté par un organisme comme ça, reconnu au niveau régional, ça nous permet de, quelque part, justifier notre démarche auprès de la clientèle la plus réfractaire. Et donc, je pense que pour les communes, pour transposer, puisque c'est surtout les communes qui demandent ce label, je pense qu'aussi pour les habitants les plus réfractaires à une désimperméabilisation ou à une végétalisation, ça peut être un bon levier pour faire accepter ou engager en tout cas des discussions en ce sens. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Payan, pour ce témoignage très, très intéressant et très complet. Est-ce qu'il y a des questions particulières là de notre audience à Monsieur Payan sur le témoignage qu'il vient de nous faire? On n'a pas de questions là dans le chat, mais bon voilà, ça peut être aussi fait après coup, hein, directement à M. Payan ou via nous. On peut aussi relayer des Oui, questions ou bien vous mettre en volontiers. contact avec lui. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, ben, Alors, merci beaucoup. On va passer à la dernière partie, hein, très rapidement. On va oui, vous présenter les outils. Mais en tout cas, merci aux 3 intervenants, hein. C'était très riche et très concret. Et ça montre aussi dans le global, voilà, votre manière de gérer votre politique de gestion aussi de ces espaces végétalisés. Et c'est toujours un plaisir que d'avoir une vision un peu globale et concrète aussi de cette gestion. Donc ça colle vraiment avec l'esprit de notre charte engagée pour le végétal. On va juste terminer ce webinaire avec quelques diapositives autour des outils qu'on met en place à l'échelle du réseau GEVI, hein. Donc, comme vous l'avez compris, la charte engagée pour le végétal, c'est un dispositif donc, qui permet de s'engager pour valoriser vos pratiques, mais aussi, comme l'a dit M. Payan, d'avoir des conseils techniques lors des visites techniques de terrain. Et pour permettre cet engagement, pour vous aider à vous motiver et parfois vous rassurer aussi à vous engager, on a des outils. Donc, on a des outils déjà existants. On va aller voir sur la diapositive suivante. Et puis, on aura également l'année prochaine, j'en profite maintenant pour le dire, un gros travail de création d'une boîte à outils pour accompagner sur les sujets de la charte, hein, sur les engagements. On va recruter d'ailleurs un ou une stagiaire sur le sujet
pour travailler avec nous sur ces plusieurs mois sur le sujet. Aujourd'hui, on a plusieurs outils techniques sur les thèmes de la charte. Donc, on a en fait sur notre site, dans l'onglet ressources, on a une bibliographie en accès libre avec de nombreuses ressources de nos partenaires qu'on met en ligne directement sur un dossier à partager. Donc, le dernier, hein, j'en parle rapidement, mais on l'a aussi beaucoup distribué sur le terrain. C'est le guide planto local en Occitanie de l'Agence régionale de biodiversité, qui est un outil qui permet pour vous de piocher et d'avoir des idées de plantes locales à planter dans vos espaces. Mais on a voilà, tout autre type de ressources techniques comme des fiches retour d'expérience, des guides sur la gestion différenciée, le guide sur les déchets verts de Frezon France qui est sur notre site également en téléchargement directement. Et puis après, beaucoup de ressources autour de ce que fait Plantécité au national. Pas hésiter à aller voir ce que fait Plantécité. Ils produisent régulièrement des ressources et des journées techniques aussi de terrain. Je vous invite à y participer. Donc voilà. Tu peux passer à la diapo suivante. Alors, on a aussi également une série de webinaires qu'on enregistre, comme celui-ci aujourd'hui. Pour nous, c'est pas que des one-shot, un webinaire, et puis on en parle plus. Ça reste quand même des ressources et webinaires où il y a de l'info à venir récupérer en réécoutant nos intervenants. Donc, je vous invite aussi à les partager largement, ces webinaires. Ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube et puis sur notre page ressources numériques vidéo sur la page de la bibliothèque des ressources qu'on met à disposition sur notre site. Tu peux passer. Les outils pour communiquer, donc la précédente avant de passer à celle-ci. Les outils pour communiquer. Donc on a toute une série de panneaux qu'on met à disposition. Alors on a des visuels qu'on met à disposition gratuitement. Vous pouvez les télécharger, les imprimer de votre côté. Tout ça, c'est pareil, sur la page ressources du réseau GEVI. Vous pouvez aussi commander des panneaux directement dans l'espace boutique. Donc là, on fait appel à un prestataire, impression sur Aludibon, anti-UV, etc. Ça vous permet d'avoir, vous les livre directement. Ça vous permet d'éviter de passer ce temps à chercher des prestataires, à imprimer, etc. Donc ça peut être une option aussi. On rappelle que la communication, pour nous, on appuie beaucoup, mais c'est important, hein, Madame Meignier. L'ensemble des participants d'aujourd'hui ont bien redit, communiquer en amont, pendant et après, ça reste des clés pour l'acceptation de vos projets. Donc n'hésitez pas à communiquer. Toujours pareil, l'année prochaine, on va augmenter dans la boîte à outils le nombre d'outils de communication qu'on vous proposera. Et donc, on passe à la diapo suivante. Pour les adhérents cette année à la charte engagée pour le végétal, on a fait réaliser un jeu d'illustration par une artiste-auteur pour accompagner ces engagements. C'est réservé aux adhérents à la charte, mais voilà, ça vous permet lorsque vous parlez d'un ou plusieurs sujets, un ou plusieurs engagements de cette charte, hein, d'illustrer à travers ces dessins vos engagements. On a parlé de désimperméabilisation en régie, en mode empirique sur la commune d'Aurignac, par exemple. Je trouve que c'est très intéressant, hein, l'illustration de la désimperméabilisation des pieds d'arbres, par exemple, qui peut être faite, hein, en régie, hein, directement, sans trop passer d'argent et de temps, même si ça reste quand même des opérations délicates. Mais voilà, ça vous permet de communiquer sur vos engagements. Donc, pour les adhérents, vous avez dû recevoir un mail directement avec les codes d'accès sur votre espace adhérent sur le site. Mais voilà, adhérer à la charte, c'est aussi bénéficier d'outils supplémentaires, comme ces belles illustrations qu'on a fait réaliser cette année par Magali Salette. Tu peux passer à la diapo suivante. Très rapidement, pour terminer, un autre outil dont je vous invite à vous saisir, c'est le bulletin de santé du végétal en Occitanie sur les GEVI. Donc, c'est un bulletin
qu'on publie 4 fois par an sur les problématiques de santé du végétal dans vos espaces verts et végétalisés. En fait, ça vous permet d'avoir une veille sur les ravageurs qui viennent un petit peu partout, voilà, surtout bon, un peu de partout sur notre territoire. Donc, on a parlé de Xylotrichus chinensis qui ravage les mûriers platanes sur les communes héroltaises, gardoises et un petit peu audoises. Voilà, on a publié des bulletins sur la pyrale du buis, sur un ensemble de ravageurs, bactéries, insectes. Donc, n'hésitez pas à consulter la page, toujours pareil, portail réseau GEVI, vous avez un onglet BSV GEVI. Ce BSV GEVI, il est basé sur vos observations. Donc, on fait un appel à des observateurs que vous êtes sur vos espaces végétalisés. Vous n'hésitez pas à nous envoyer vos observations de choses un peu bizarres que vous voyez sur vos terrains et vous ne savez pas trop ce que c'est, des symptômes, des bestioles. Vous nous faites des photos. Nous, on fait analyser ça par des réseaux qu'on a, de contacts qu'on a, et puis on a des spécialistes entomologistes aussi dans nos équipes qui peuvent permettre d'identifier si ce sont des organismes réglementés émergents ou alors si ce sont des organismes de quarantaine prioritaire ou simplement des organismes non réglementés par l'Europe. Ça nous permet aussi d'alimenter la surveillance sanitaire du végétal par nos collègues et puis nous, ça nous permet aussi de comprendre vos problématiques de gestion et comment on peut vous proposer des solutions. Voilà pour le BSV GEVI. Et puis, c'est le moment de conclure. C'est le moment de conclure. Donc, peut-être que je te laisse conclure, Jasmine. Oh ben, un mot à deux, c'est sympa. Merci à tous d'être venus. Merci aux intervenants d'avoir partagé tout ce qu'ils font et, euh, et n'hésitez pas aussi à les recontacter si vous avez des questions précises. Je pense qu'il se fera un plaisir de répondre à vos questions et éventuellement d'aller les rencontrer même sur leurs espaces. Peut-être d'organiser des groupes pour visiter le cimetière d'Alzone ou celui d'Aurignac. Donc voilà, merci beaucoup à tous encore. Et puis, on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles candidatures, de nouvelles actions inspirantes autour du végétal dans l'espace public et ouvert au public. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à Au vous. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.